Voilà, c'est parti. Parfait. Donc, Bon. bienvenue à tous pour cette troisième conférence Mmh. de notre cycle de conférences que nous animons toutes les deux avec Magali. Et cette conférence a pour thème quel type d'accompagnement pour les hauts potentiels. Donc, surtout pour les deux autres premières conférences, n'hésitez pas à les regarder sur nos sites respectifs, sur les YouTube, sur les Facebook. Voilà, vous aurez accès gratuitement et librement aux conférences au fur et à mesure pour Mmh. rattraper si vous voulez suivre un petit peu. Oui et il y a aussi, on n'a pas parlé des conférences qui s'adressent aux professionnels, parce qu'il y a peut-être parmi vous des professionnels aussi de l'accompagnement qui s'intéressent à l'accompagnement de ces profils, puisque nous animons avec Emmanuel également dans ce cycle des conférences qui s'adressent à tout public et toute personne qui s'intéresse au potentiel, et également des conférences qui s'adressent spécifiquement, je vais y arriver, pardon, aux professionnels de l'accompagnement, aux professionnels de santé. Voilà, donc ça c'est un rythme de 2 par mois à peu près depuis le mois d'octobre, hein, c'est à peu près ce qu'on a fait. Mmh. Super. Voilà. Est-ce que vous êtes 4 donc parmi vous, quelles sont les personnes qui viennent nous écouter pour la première fois? Peut-être dans le chat, vous pouvez nous dire? En tout cas, aujourd'hui, on a accusé un petit bug, avec nos avec nos liens. C'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup. Moi Ouais, en direct, me dit Emmanuel. Troisième pour ma part, Laura. d'accord. Donc Laura, Ah, c'est le 3e et donc Emmanuel et Nathalie, peut-être la 2e, non? 3e fois. Laura, 3e. Marie-Jeanne, Marie-Jeanne. 3e aussi. OK. D'accord, Eh ben, merci. parfait. OK. Donc, eh bien, il faut qu'on se présente puisque tout le monde ne nous connaît pas, Emmanuel. On va faire une présentation peut-être, plus rapide que d'habitude parce qu'on a tendance à toujours prendre le temps de se présenter, mais bon, vous pourrez nous poser des questions, bien sûr. Tu démarres ou je démarre? Vas-y, je t'en prie. Alors donc je suis Magali Barcelot, je suis, gestalt thérapeute et consultante formatrice en qualité relationnelle. Et donc, je suis spécialisée dans l'accompagnement des profils à haut potentiel depuis plusieurs années maintenant. Et que vous dire d'autre que je suis entrepreneur depuis 30 ans. Donc, depuis 30 ans, j'évolue toujours avec un fil conducteur qui est la communication, la qualité relationnelle et qui m'a conduit à ce jour à l'accompagnement des profils à haut potentiel. Voilà, je suis donc, à Montpellier, tout comme Emmanuel, et nous avons, plusieurs années de pratique, commune puisque nous animons des conférences ensemble et des formations, depuis l'année dernière. Et c'est un sujet qui nous passionne. Nous animons des conférences, parfois en présentiel quand c'était possible. Donc là, on a bien sûr développé le format en ligne et notre idée, c'est de venir vers vous le plus régulièrement possible pour aborder différents sujets autour du haut potentiel parce qu'il y en a beaucoup et qu'on peut l'envisager de différentes façons. Voilà, que dire de plus? C'est bien là, j'ai bien réduit, hein? Super, bravo. OK. Alors Si du vous coup, avez des questions, vous pourrez me les poser, bien sûr. Emmanuel Delrieux, moi je suis psychologue développementaliste. J'étudie toutes les phases de changement de vie. Le changement, c'est un peu mon fil conducteur, de toutes mes années à la fois de recherche et de pratique. Et puis, récemment, depuis, plus de 2 ans, je suis, écopsychologue. Donc, ça consiste à aller, travailler également des phases de changement puisque ça concerne, l'effondrement, de la biodiversité et du changement, climatique, qui se produit sous l'angle de comment accompagner l'humain à, se reconnecter au vivant, sous différents prismes. Voilà. Et avec Magali, j'anime, des conférences aussi sans Magali. On participe toutes les 2 à l'AFEP, à l'Association française des enfants précoces. On a participé aussi souvent au congrès de Nathalie Alstin, donc on vous encourage aussi à les suivre parce que c'est une grande richesse. Et comme tu l'as souligné Magali, finalement, il va y avoir plein de multi-voix, autant qu'il y a de multipotentiels pour, expliquer, exprimer le fonctionnement HPI et c'est une très bonne chose parce que, je pense tu comme toi, tu pourras enfin, je pense que c'est ce que tu vois dans ta pratique aussi Magali. Mmh. Moi, je vois à quel point le fonctionnement HPI,
Comme on a pu le voir dans les différentes conférences, eh bien, on se pose une question, il y a le test, il y a la confirmation et puis il y a l'après. Et l'après, c'est un long cheminement, c'est des années d'intégration, sous différentes couches. En vrai, pour moi, c'est vraiment des couches de sédimentation, donc on va toujours de plus en plus loin, de plus en plus en profondeur et d'où l'intérêt justement d'avoir différentes voies qui nous permettent, des fois d'approcher un angle autrement et de mieux se connaître encore plus et toujours en profondeur et d'accompagner ce changement. Voilà, du connais-toi toi-même et savoir dire juste: «Je suis HPI», ben, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc l'idée, comme tu l'as posé de ce cycle de conférences, c'est d'amener aussi d'autres voix, qui est la nôtre, heu, pour, amener, aussi notre petite pierre à l'édifice, tout doucement. Le pourquoi, aujourd'hui, on va poser quel type d'accompagnement pour les personnes HPI parce que, encore une fois, si vous avez suivi le cycle de nos conférences, on essaye de suivre une sorte de thématique, une sorte de même de temporalité finalement du questionnement de la personne HPI, hein. Donc comme on l'a dit, du questionnement au test, l'après-test et puis il y a souvent cette question de: «Ah OK, bon ben, je fais quel type d'accompagnement?» C'est souvent une question que l'on observe avec Magali et l'idée là, c'est pas de dire: «Pour les HPI, il y a un mode d'emploi, faites tous et toutes la même chose». Pas du tout, du tout. C'est juste de reclarifier finalement les différents types de thérapies pour mieux comprendre un peu dans ce parcours du combattant, comment vous allez pouvoir vous écouter pour aller vers ce qui est bon pour vous. Voilà et d'essayer d'ouvrir, le cadre de référence thérapeutique sans tabou, sans non plus y mettre notre coloration en disant: «Faites ça, vous allez voir, moi je suis telle obédience, c'est la meilleure», et de vendre son truc au passage. C'est pas là l'idée. Donc voilà pour notre thème au niveau, de l'accompagnement thérapeutique. Et j'ajouterais qu'en fait, on peut parler de voix VOIES et de voix VOIX Tout à fait. forcément, puisqu'en fait, justement, le thème qui est le nôtre ce soir, c'est de parler de l'accompagnement dans son ensemble, dans toutes les voies que l'on peut prendre pour être accompagné, que ce soit dans le domaine médical ou paramédical, hein, on va y venir, on va rentrer dans ce détail-là. Et puis, Emmanuel le disait très justement, il faut aussi un maximum de voix, puisque comme elle le disait, nous avons toutes les 2 participé, plusieurs fois au congrès d'Ouance, donc dans lequel il y a beaucoup d'interventions, beaucoup d'orateurs qui apportent toujours de nouveaux messages et des choses très intéressantes et l'idée, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux. C'est pour ça qu'on a eu envie, aussi de créer cette formation qu'on a lancée l'année dernière pour, accompagner, pour apprendre à accompagner ces profils-là. Mmh. Parce que ce soit dans le domaine médical ou paramédical, je le répète, il y a toujours, une certaine réticence et une certaine difficulté quand on est, à haut potentiel parce que, bah, forcément notre hypersensibilité et toutes ces caractéristiques que vous connaissez peut-être déjà, bien, sont, bien sûr très particulières à accompagner et que nous avons toujours quelques déceptions ou, on ne se sent pas compris par les personnes qui nous accompagnent et que ce soit, je le répète, dans l'accompagnement thérapeutique ou psychothérapeutique parce que c'est vraiment, dans son ensemble, c'est vraiment, dans tous les domaines, chaque fois qu'on a besoin de s'en remettre à quelqu'un, il n'est pas facile de se laisser aller, hein, de faire confiance à l'autre quand on a un haut potentiel et donc ben, on va regarder tous ces aspects-là, bien sûr sous l'angle de l'accompagnement tel qu'on le pratique nous, mais dans l'ensemble des praticiens, l'ensemble des personnes qu'on peut avoir besoin d'aller voir. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter et je ne sais plus, j'avais une autre idée, mais elle est déjà partie, elle va revenir. Mais en tout cas, je te remercie parce que c'était hyper important ce que tu viens de poser. C'est-à-dire que pour vous, en tant que personne qui allait consulter, effectivement, la question c'est: «Est-ce que je dois consulter, un professionnel qui est lui-même HPI pour me comprendre? Est-ce que tout le monde peut m'accueillir ou pas?» C'est finalement ce que tu es en train de poser. Alors je la problématise, hein, ce que tu es en train de Mmh. dire, mais c'est hyper important. Alors, personnellement, mais on aura peut-être un point de vue différent avec Magali, hein, et c'est ça qui fait que c'est chouette aussi au niveau du débat. Personnellement, je ne pense pas qu'il faille aller vers un professionnel qui soit obligatoirement HPI pour être compris en tant qu'HPI. Par contre, il est clair, et c'est effectivement pour ça que tu le soulignes Magali, que c'est important, me semble-t-il, d'avoir des professionnels qui connaissent la Voilà, problématique HPI ou là-dessus qui on ont est été formés à la problématique HPI. c'est ça. Alors connaître, nous on le sait parce qu'on est du métier,
Donc on voit, hein, des médecins, des psys, des personnes, alors c'est pas du tout des pros, d'accompagnement, mais je vois aussi des instits, des personnes en fait qui sont dans la relation humaine, qui s'intéressent aux personnes HPI. Souvent, c'est parce qu'ils ont été sensibilisés de près par leur propre enfant, par un proche qui, finalement a été découvert HPI, et ils vont s'ouvrir à cette question et du coup forcément s'ouvrir à une autre manière de rentrer en relation avec leurs patients. Mais effectivement, comme tu l'as posé aussi Magali, c'est aussi pour ça qu'on œuvre à côté, à former aussi, les professionnels de santé et de l'accompagnement, parce que les personnes HPI comme vous, qui regardez ou qui se posaient la question, par rapport à son HPI, sont des personnes qui rentrent en relation avec le thérapeute de manière particulière. Et du coup, on va peut-être entrer par ça et Oui, ensuite expliquer un peu de manière générale les ça. différentes thérapies. Oui, Donc cette manière ouais, vas-y, je t'en prie. là-dessus, je suis complètement d'accord avec ce que dit Emmanuel. Le point que je précise souvent, c'est qu'il ne suffit pas d'être HPI soi-même pour pouvoir accompagner des hauts potentiels. C'est pas parce qu'on est professionnel de l'accompagnement ou de santé et HPI qu'on sait particulièrement faire avec ce type de profil. Donc, une formation s'impose, ou en tout cas un cheminement suffisant pour arriver à un moment donné à dire, bon, ok, je suis en mesure d'accompagner ces profils-là parce que je sais comment ils fonctionnent et que je sais ce qui est important. Voilà. Mmh. Et du coup, l'entrée en relation des personnes HPI, alors là, je prends ma position, en tant que thérapeute, en tant que psychologue, elle est particulière. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans, la relation, et c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai fait ma spécialité, c'est, la profondeur et la rapidité avec laquelle finalement, on va, dans le travail thérapeutique, dans lequel on entre dans le sujet. Mais en même temps, il faut être honnête, les personnes HPI sont des personnes qui sont éprouvantes et intenses. Éprouvantes, au sens, littéral du terme, c'est-à-dire que vraiment ils viennent, éprouver les limites, ils viennent éprouver, ce que l'on est dans notre sensibilité, dans notre compréhension de l'autre, d'un point de vue empathique, mais aussi, du point de vue de la compréhension intellectuelle et cognitive. Donc ils viennent nous chercher dans l'empathie cognitive. Et intense dans le sens où on va rencontrer, alors pas tous les HPI, hein, mais des personnes qui, vont se lasser assez vite et qui, sont souvent dans le: «Ah c'est bon, j'ai compris, donc du coup, j'ai besoin tout de suite d'autre chose». Alors c'est pas facile parce que, ça veut dire que, OK, c'est bien d'avoir compris avec sa tête, mais c'est une chose de comprendre avec sa tête, c'en est une autre de l'expérimenter, d'intégrer dans le corps. Mais bon, ça c'est tout un travail thérapeutique à faire. Il n'empêche que les HPI sont comme ça et aussi, surtout avec les enfants et les ados, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est des personnes, mais les adultes aussi, ils sont forts là-dessus, pour faire ce que moi j'appelle pirouette cacahuète, c'est-à-dire, grosso modo, ils nous baladent et ils peuvent nous balader longtemps si derrière on n'est pas dans la capacité d'être centré, de cadrer et de savoir qu'en face on a une personne HPI, et que finalement elle ne veut pas aller là où ça fait mal. Donc, alors c'est super, hein, c'est très intéressant, on peut débattre de la pluie, du beau temps, de la politique, du monde, de philosophie, de métaphysique, ça c'est super. Mais on n'a pas abordé comme le fond du sujet. Et ça, les HPI sont très forts. Notamment, moi, je vois avec les enfants et les ados qui arrivent au cabinet et qui me disent: «Ah ouais, toi, en fait, on ne peut pas t'avoir». Ben non, en fait. Et du coup, ça à la fois, ça les rassure et ça les embête. Donc c'est vrai que c'est pas facile d'accueillir une personne HPI en thérapie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Je ne sais pas pour toi, Magali? Mhm. Moi, je dirais que ce sont des personnes qui vont aller, bon, comme le dit Emmanuel, chercher nos limites. Donc, quand vous avez besoin de consulter, ben, vous avez besoin de vraiment vous sentir en confiance avec la personne que que vous allez choisir. Donc là, on est déjà un peu rentré vite dans le sujet, mais c'est valable pour tout type de praticien, je le répète. On a besoin de sentir qu'il y a quelque chose qui relationnellement fonctionne, hein. Quand on est HPI et qu'on va chercher un praticien, on a vraiment besoin de se sentir dans quelque chose où on est à l'aise, où on a du feeling positif avec la personne. On dirait tout le monde est comme ça, mais plus particulièrement quand on a ce profil.
Et moi, c'est quelque chose à quoi je suis très sensible puisque j'ai pas précisé pour celles, et ceux qui ne connaissent pas encore, mais la gestalt thérapie, c'est un courant de psychothérapie humaniste qui est centré sur la relation. Donc moi, vraiment, la façon dont je pratique est vraiment, centrée sur, ce qui se passe dans la relation, dans le contact, entre le contact que j'ai avec moi-même, avec l'autre et avec l'environnement. Et donc tout est centré là-dessus. Donc le relationnel, c'est vraiment au cœur du sujet et quand, j'ai, affaire, puisque c'est quasiment, la majorité, la totalité même de ma clientèle aujourd'hui, eh bien, c'est toujours là que je vais regarder, c'est toujours là qu'il se passe des choses parce que pour eux, ils arrivent voir un praticien avec qu'est-ce qui se passe autour. Avant de voir ce qui se passe dedans, on voit ce qui se passe autour, hein. On voit tout, bien sûr, mais la relation a beaucoup d'importance et comme le disait Emmanuel, on va être éprouvé à cet endroit-là Mmh, tout à en fait. tant que thérapeute. Et donc, quand on est HPI, eh ben forcément, c'est ça aussi qu'on va chercher. Ce que je voulais ajouter tout à l'heure qui m'avait échappé, parce que j'avais 2 idées à la fois, bien sûr, quand c'est pas plus. Je voulais dire que tout à l'heure, tu précisais, oui, dans la démarche, quand on va consulter, il y a l'idée que, bon, on se demande si on est, à haut potentiel, ou pas, on se demande si on va passer des tests ou pas et puis tu disais, très justement, bah, après on se décide à passer les tests et après? Et c'est là que Manuel disait: «Bah oui, il faut voir comment on se fait accompagner après pour tout ça». Et moi, j'ai envie d'ajouter, mais même avant, parce que Mmh. le avant, il est très important aussi. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas cette capacité selon où on en est dans sa vie quand on a envie de consulter. Tout le monde n'a pas cette capacité à se dire: «OK, là j'y vais, il faut que je passe le test». Moi, je connais des gens autour de moi, y compris clients et amis, qui, au moment où ils se sont posés cette question, au moment où ça s'est éclairé, ont tout de suite eu envie d'aller faire des tests, mais immédiatement et sans chercher à comprendre: «Il faut que j'y aille». Ça arrive. C'est pas la meilleure solution pour tout le monde, parce qu'il faut un temps d'intégration aussi. Parfois, ben, on a besoin de poser des hypothèses, on a besoin d'essayer de comprendre déjà mieux de quoi il s'agit, parce que pour certains, ça paraît évident, pour d'autres, ça l'est moins. Donc, il y a tout un temps, d'incubation, j'ai envie de dire, avant de se sentir en mesure d'aller passer le test, si on décide qu'à un moment donné, on passe le test. Parce que j'ai aussi des personnes qui n'ont jamais passé le test, qui sont totalement concernées, totalement, concernées avec la conscience de l'être, et qui n'ont pas envie ni besoin d'aller passer des tests et ça se passe très bien aussi. Donc voilà, on en a eu parlé dans les précédentes conférences. Mais ce passage-là de avant-après, il est aussi important à mon sens, hein. Il y a pour beaucoup de personnes le besoin de se préparer avant le test. Pour d'autres pas, je le répète, mais pour certaines, c'est un passage important afin d'aller dans ce test avec une conscience plus large de qu'est-ce que ça représente et quel sens ça fait dans ma vie, là où j'en suis dans ma vie aujourd'hui, là où j'en suis sur mon parcours. Voilà, c'est ça Mmh. que je voulais ajouter. Ah super, merci Magali, c'était important. Mmh. Alors, du coup, la thématique, c'est donc de savoir, quel type d'accompagnement, quand on est HPI. Donc ce que l'on vient de poser, c'est important. C'est effectivement de comprendre, ben, pourquoi on se pose cette question. Parce que nous, en tant que thérapeute, finalement, on est amené à se rendre compte que, bon, c'est des patients qui sont particuliers, mais, vous, en tant que patient, parfois c'est la jungle dans tout, ce parcours, thérapeutique et alors bien sûr, les motifs de consultation sont multiples et sont propres à tout le monde, c'est-à-dire HPI, pas HPI, hein. Donc ça va de, je sais pas moi, des remises en question, des crises de milieu de vie, de crises d'adolescence, de questionnement de son fonctionnement, de problèmes de couple, de deuil, d'échecs, de blocages, hein, Oui, des événements importants qui ont pu créer des blocages effectivement. Mmh. ouais, Peut-être plus justement que pour d'autres personnes, parce que ça prend toute la place. Mmh. Ça aussi. oui, mmh, Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir tout type de demandes comme tout le monde d'ailleurs, hein, oui. des parcours de vie qui à un moment donné nous amènent à nous poser des questions, mais très souvent c'est lié, au sentiment de décalage ou, à la difficulté de prendre sa place, d'occuper sa place. Heu, Mmh. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ce sentiment d'être, d'avoir du mal à être en relation. Je parlais de la relation, hein, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment précieux, pour ce type de profil. Cette difficulté à être en relation avec les autres, que ce soit sur, le plan affectif, amical, professionnel, toutes ces tensions qui peuvent se créer ou cette difficulté à aller vers l'autre, même si
ce sont des profils plutôt empathiques, on le sait, et qui aiment les liens et les gens, l'autre représente toujours ou souvent un danger, hein. C'est pas forcément toujours facile d'aller dans la relation, avec élan et sécurité. Donc ça peut être ça. Oui, et puis pour les enfants, ça va être souvent des questions, comme tu l'as posé, de difficultés relationnelles à l'autre, de phobie scolaire aussi, de difficultés d'apprendre dans les apprentissages. Les adolescents, on va retrouver aussi la même chose, de l'hyper-exigence pour certains et certaines. Pour d'autres, ça va être aussi un burn-out, pour Ouais. d'autres encore, parce que c'est des questions émergentes, encore peu connues. Mais ça va être de l'éco-anxiété par rapport à ce qui est en train de se vivre, au niveau planétaire. Ouais. Donc, on va effectivement retrouver pour toute la population HPI, et non HPI, on va dire des clés d'entrée, des portes d'entrée pour aller en thérapie. Mais, quel type de thérapie? Et finalement, là, en tout cas, nous, c'est important de poser, on va faire la différence entre ce qu'est la thérapie, la psychothérapie et le développement personnel. Mmh. Tu veux peut-être le poser, Magali? Non, ça va, enfin, tu peux continuer si tu veux. Ouais. J'étais en train de me dire qu'il y avait aussi tout ce qui tournait autour du sens, la crise de sens Ouais, avec, puis tu parlais du les burn-out, c'est pour ça que je suis repartie aussi dans cette idée-là, hein, qui sont souvent des motifs de consultation avec le burn-out et le brown-out. J'ai toujours du mal à le dire celui-là. Donc ce qui correspond à soit l'ennui, soit le manque de sens dans ce que l'on fait. Donc ça, c'est souvent quelque chose qui est, mis en avant. Et mmh. donc, pour ces raisons-là, bah, effectivement, on va aller voir des praticiens, soit dans le milieu médical, soit dans le développement personnel, soit dans la psychothérapie. Donc, c'est là que tu en étais, avec, ben, effectivement, dans la thérapie, ben, des médecins. Bon, on va voir tout à l'heure peut-être toutes les personnes auxquelles on peut s'adresser, mais on peut arriver avec ces symptômes, enfin, ces symptômes ou ces demandes-là, ces souffrances-là, voir un praticien quel qu'il soit, parce qu'on ne sait pas trop quoi choisir quand on est dans cette situation-là. Est-ce que je vais voir un psy? Est-ce que je vais voir un coach? Est-ce que je vais voir un médecin? Est-ce que je vais voir un spécialiste? Est-ce que je vais voir un énergéticien? Est-ce que je vais voir Madame Irma? Enfin, tout peut se poser, on est d'accord. Du coup, effectivement, la thérapie, ça va être un moyen de prévenir, de traiter, de soigner ou de soulager une maladie ou une souffrance. Et là, on va faire la différence entre, d'un côté, les thérapies médicales et de l'autre, les thérapies dites paramédicales. Donc ça, c'est important déjà de poser les choses. Ensuite, on va voir ce qui va être, la psychothérapie qui, une psychothérapie est une pratique qui a pour objet, le psychisme d'un individu et qui donne des moyens techniques pour agir directement, sur ce psychisme ou sur, ses effets dans ses conduites du quotidien. Mmh. Le développement personnel, ça va être tous les outils ou les démarches qui permettent à une personne d'atteindre un objectif à terme, d'accord? Qui va être de qualité, dans certains domaines de sa vie ou par rapport à certains symptômes. Et j'ai trouvé Magali, on avait fait une conférence il y a longtemps, là-dessus et tu avais trouvé une image qui était géniale, c'était l'image de l'armoire. Ouais. Je veux bien que tu la poses parce qu'elle est assez claire pour différencier la psychothérapie du développement personnel. Ouais, en fait, on pouvait dire que, moi je l'imaginais un meuble avec des tiroirs et d'ailleurs on s'en était servi pour notre, Ouais. conférence. Le développement personnel, c'est comme un tiroir. On choisit un thème, on choisit, un outil et par rapport à une question ou à un symptôme ou par curiosité ou pour réveiller sa créativité, on a envie d'aller à cet endroit-là. Donc on va choisir quelque chose là comme ça qu'on va prendre et à un moment donné, ça va prendre tout son sens parce que tout est intéressant bien sûr. On va aller donc ouvrir un tiroir. Alors que la psychothérapie, elle est comme l'armoire, elle tient compte de la globalité de l'individu, elle tient compte de son histoire, elle tient compte de toutes les parties de l'individu, le mental, le corps, l'esprit, l'environnement. Donc il s'agit d'un travail en profondeur. Voilà, c'est la différence que j'avais fait. Pour moi, le développement personnel, ce sont des tiroirs qu'on ouvre. La psychothérapie, c'est plus un travail de long terme où on va en profondeur et c'est vraiment sur la globalité. Voilà. Ah super, merci Magali, j'aime beaucoup ton idée de l'armoire. Du coup, là, pour nous, ce qui va être important, c'est qu'on va d'abord, se consacrer à la thérapie, Mmh. et du coup, dedans aussi les psychothérapies. C'est pas que le développement personnel nous intéresse pas, mais comme tu l'as posé Magali, effectivement, ce sont des tiroirs
et ça nous demanderait de faire une conférence extrêmement longue puisque ça nous Ouais. demanderait d'ouvrir en fait chacun des tiroirs pour les exposer. Donc ça pourra faire l'objet, pourquoi pas, d'une Oui, autre, conférence, absolument. mais là, on va zoomer sur les thérapies. Et donc, comme j'expliquais, au départ, on va avoir 2 types de thérapies, les thérapies médicamenteuses ou médicales et les thérapies non médicamenteuses Mmh. ou dites paramédicales. Ouais. Dans les thérapies médicamenteuses ou médicales, on va avoir tout ce qui va concerner le corporel, c'est-à-dire les médecins et toutes les spécialités corporelles, l'orthoptiste, l'ophtalmo, le gastro-entérologue et cetera et cetera. Et en parallèle de ces thérapies médicales et médicamenteuses, du corps, on va avoir aussi de l'appareil psychique, où là, on va retrouver psychiatre, pédopsychiatre, neuropsychiatre. Ouais. Donc ça, c'est important de le poser. Voilà, ça, c'est d'un côté les thérapies médicamenteuses ou médicales. De l'autre côté, on va avoir les thérapies non médicamenteuses ou paramédicales, où là encore, on va le décliner sous 3 sous-thèmes. Celles qui se consacrent au corporel, D'accord. voilà, celles qui se consacrent à la psyché et celles qui vont se consacrer aux 2, c'est-à-dire au psychocorporel. OK? Et là, c'est important, on va un petit peu les évoquer, mais ça va avoir tout son sens juste après, d'accord? De comprendre finalement en fonction de ce que l'on est soi, qu'est-ce qui va être important à travailler? Donc dans les thérapies corporelles, on va avoir quoi Magali? On va avoir, Oh ben, on a les diététiciens, on a, les chiopathes, on a les graphothérapeutes, hein, souvent pour, les troubles associés quand il y a des des problèmes, dysgraphies. de dysgraphie. On a quoi là? Les kinésiologues, on a les nutritionnistes, on a les orthophonistes, on a, les ostéopathes Mmh aussi. mh. Tout ce qui est et bon voilà, il y en a certainement d'autres, vous avez peut-être d'autres idées, les kinésithérapeutes tout simplement. J'en passe certainement beaucoup, mais voilà, vous voyez de quoi on parle dans ce domaine-là. Après, on va parler de l'aspect plutôt psychique où là, on va retrouver, ben, les art thérapeutes, les hypnothérapeutes, et alors là, bon, on fera peut-être un tour plus précis pour le domaine des psys parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais bon, on va retrouver les psychanalystes, les psychologues, on va retrouver ce qu'on appelle aujourd'hui les psychopraticiens, les psychothérapeutes, les musicothérapeutes, j'ai dit les art thérapeutes aussi peut-être, oui. Mmh. Voilà, tout ce qui peut être proposé, aujourd'hui. Et puis, dans le psychocorporel, on va retrouver quelque chose dont vous avez certainement entendu parler souvent puisque c'est très, très, très d'actualité, la sophrologie, par exemple. Les masseurs énergétiques, les énergéticiens. Qu'est-ce qu'on a, Emmanuel? On Les, a la médecine chinoise, la oui, aussi. microkiné, Mmh. tout ce qui va être ce qu'on appelle la psychosomatique. Ouais, Dans la psychocorporelle, j'ai presque envie de rajouter, aussi, l'écopsychologie avec tout ce qui est les écopratiques, c'est-à-dire ouais. comment aussi, retrouver du lien au vivant. Mmh. Les Donc c chamans dont on parle aussi, hein. Moi, je Tout connais à pas fait. bien ce domaine, mais ça existe. Ouais, moi j'y connais un petit peu, donc toutes ces pratiques aussi des peuples premiers Mmh. qu'on va retrouver, dans voilà, dans l'écospiritualité. Bref, ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, c'est un peu comme si on avait une grosse maison qui s'appelait la thérapie et qu'on avait 2 portes d'entrée, une médicamenteuse, une non médicamenteuse. Et que à l'intérieur, on va travailler ce corps, cette psyché et cette relation corps et psyché. Hem, pour ma part, et là, c'est important de le poser, on a souvent une guéguerre, entre, le médica est-ce que je suis pour le médicamenteux ou le non médicamenteux? Dans ma pratique, je suis ni pour ni contre. Je crois qu'en fait, à un moment donné, il faut être dans la complémentarité. Et ça, je donne juste cet exemple-là parce que c'est vraiment important. C'est souvent ce que j'explique à mes patients HPI qui arrivent et qui font un burn-out ou qui font une crise, d'anxiété généralisée. Mmh. C'est que, quand on est dans le préventif, eh ben, c'est super en fait de faire du non médicamenteux, d'accord? On va pouvoir peut-être travailler dessus, agir dessus par, les thérapies non médicamenteuses, psychocorporelles ou que corporelles ou psy. OK. Mais en fait, quand on arrive à un trouble anxieux généralisé, ça veut dire qu'on est arrivé à un pic de stress qui est insupportable pour le corps et ça, en plus, qu'on allonge dans le temps. C'est-à-dire que le corps, on l'a, bourré d'hormones, on l'a modifié
dans ses canaux de réception, et finalement, il sait plus reconnaître les petits stresseurs des gros stresseurs. Tout devient du stress à l'état pur. Et là, très clairement, on a beau ne pas aimer les médicaments, mais c'est clairement pas votre psy qui va que vous aider. Il va falloir aussi, pendant un temps, d'accord? Ça ne veut pas dire toute votre vie, mais pendant un temps, aider ce corps par de la chimie à pouvoir reprendre un seuil normal d'apaisement. Parce que du coup, le système nerveux, il est complètement sans dessus-dessous et que là, ben oui, un traitement avec, des anxiolytiques, ça va être important, peut-être dans l'espace de 2 mois ou de 3 mois, le temps d'aider le corps à revenir à un état apaisé, afin aussi que la thérapie, non médicamenteuse prenne. Parce que quelqu'un qui est dans un trouble anxieux généralisé, on a beau lui dire: «Mais t'inquiète, tout va bien, relativise, allez, fais ton exercice de méditation». C'est pas que ça marchera pas, mais c'est pas l'idée. Mmh. Donc il y a besoin aussi de comprendre en tant qu'individu, qui va vers la thérapie. On a, c'est normal, nos angoisses, il y a des choses qu'on n'aime pas, mais il va falloir aussi accepter là où on en est dans son état pour trouver les meilleures thérapies possibles et multivariées, c'est-à-dire avec différents angles. Il ne s'agit pas que médicamenteux, que du paramédical. Il s'agit vraiment, à des moments, d'allier les 2. Et des fois d'allier plusieurs paramédicales, c'est-à-dire d'allier des choses qui vont être très psychiques comme un psy, un psychologue, ou voilà, un psychothérapeute, ou un psychopraticien et puis d'allier aussi des pratiques qui vont être très corporelles. Ça, je le vois, on parlait de dissociation tout à l'heure, Emmanuel, enfin vous étiez pas là, excusez-moi, mais Oui. c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec, les HPI. Ils se dissocient très souvent de leur corps. Ben, il va falloir aller en plus faire du travail très, très, très corporel pour aider à sortir de ce mécanisme qui est de tout enfuir là-haut dans ses pensées ou dans le conceptuel. Tu voulais rajouter Magali? Non, je t'ai écouté, ça va, je suis d'accord avec toi. Je me Donc disais voilà. aussi qu'il y a, on n'a pas parlé peut-être assez de, selon, la façon dont on fonctionne, on va avoir envie, d'aller vite, ou pas. Donc, Oui. ça, c'est toujours la grande question et aller vite, ça veut dire, ben, oui, le développement personnel dont on parlait tout à l'heure, en général, c'est juste, one shot, c'est, un début, une fin, donc on se dit: «Bah, voilà, ça va aller», mais c'est pas le travail en profondeur. Mais quand on entame un travail en profondeur, et ben forcément, on va réfléchir à la durée, on va réfléchir à la fréquence et c'est pas toujours facile non plus parce que même si les hauts potentiels ont besoin d'un cadre, ils aiment bien être libres aussi, hein. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui en thérapie vont les faire travailler, encore, davantage. Tout à fait. Voilà, mais en tout cas pour tout ce que tu disais entre, le mariage, on va dire, entre, le médicamenteux et le non médicamenteux, ben, forcément, il y a des fois où on ne peut pas faire autrement et moi, j'ai beaucoup d'exemples qui me venaient quand, je t'écoutais, de, personnes que j'accompagne et qui, ont eu à un moment donné cet état dans lequel on se retrouve souvent quand on a ce profil singulier, de focaliser sur quelque chose et cette focalisation devient insupportable à un moment donné et c'est là que, ben, les troubles anxiogènes, le manque de sommeil et tout ce qui s'ensuit, prend le dessus et dans ces cas, ben, j'ai eu souvent, l'occasion de recommander, d'aller voir un médecin pour avoir, une prescription de médicaments parce que, bah, il y a des moments où il ne faut pas hésiter. Mais bien sûr, il faut tenir compte aussi de cette hypersensibilité qu'ont les profils à haut potentiel par rapport aux médicaments, puisque j'ai pu observer bien souvent, et là je ne vous parle que depuis ma clinique, hein, ce n'est pas une question d'études appuyées, mais j'ai pu observer que chez les hauts potentiels, les effets sont vraiment beaucoup plus intenses, comme tout, que pour d'autres personnes. Un même traitement n'aura pas le même effet que sur des personnes qui n'ont pas cette particularité. Alors J'ai chez les observé ça, mais attention, je dis bien, non, non, Magali, ce que tu dis, c'est hyper juste. C'est juste qu'en fait, je pense que c'est les HPI hypersensibles. oui, oui, Voilà, certainement, tu absolument, vois? C'est absolument. juste ça, parce Oui, qu'en oui, fait, puisque tous les HPI ne sont pas, hypersensibles, comme on l'a pensé pendant un certain nombre d'années. ouais, Aujourd'hui, on est d'accord pour dire que certains HPI
la majorité, on peut dire, ont cette hypersensibilité, mais il y a quand même des HPI qui n'ont pas cette hypersensibilité, qui, peut les paralyser ou en tout cas leur jouer beaucoup de tours. Et Ouais. effectivement, tu as raison de le souligner, c'est probablement sur les hypersensibles HPI que, les antidépresseurs, par exemple, ont un effet, décuplé. Mmh. Ouais, tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que, bon après on s'éloigne du sujet, mais je pense que c'est important quand même de le souligner là en fil conducteur. Souvent les accompagnements que j'ai et que, bah, tu vois, tu viens de poser aussi pour toi, des personnes HPI hypersensibles qui ont un trouble anxio-dépressif, Mmh. hem, il va y avoir, en tout cas moi je travaille beaucoup comme ça, une fois qu'on a passé le pic, très fort et où il a fallu prendre de la chimie, il y a quand même tout un travail après, il me semble très important autour du préventif. C'est-à-dire comment, hem accepter et accueillir ce trouble anxio-dépressif qui sera là, de manière, toute sa vie, Oui. avec lequel il va falloir apprendre à s'aménager et avant, peut-être d'en arriver à la chimie, est-ce qu'on ne peut pas utiliser de la phytothérapie, de l'homéopathie, Voilà. un préventif et puis, plein de techniques justement psychocorporelles qui peuvent venir aider à soutenir le quotidien ou quand on sait qu'on va avoir des grosses épreuves, des changements, hem, des déménagements, des deuils, des choses qui ne sont pas évidentes, des séparations, eh bien, comment on va essayer de se faire sa petite boîte à outils qui va venir nous aider à passer, ces moments-là, sans forcément aller jusqu'à des polarités, un peu extrêmes, en fait, dans lesquelles on se fait mal aussi. Mmh mh. Donc c'est tout le travail finalement de la thérapie. Ouais, et il y a vraiment à s'approprier, les chemins qui sont les nôtres, hein, quand on choisit, de se faire accompagner, c'est vraiment, ce qui va nous convenir le mieux, mais avant les médicaments, il y a effectivement beaucoup de solutions à tester et chacun peut, bah, s'équilibrer comme ça en se disant: «Bah, quand je rentre dans un cycle comme celui-là, bah, je vais, faire attention et faire de la prévention avec tel produit ou tel produit naturel ou telle pratique, sportive ou l'acupuncture ou je ne sais quoi. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont convenir, et chacun va choisir ce qui lui convient le mieux, bien sûr. Et c'est ce mode d'emploi-là qui est fondamental, que tu es en train de poser Magali, que moi je pose beaucoup plus dans la version, enfant et adolescent quand, j'accueille des parents où, je leur explique: «Ben, voilà, on va tester, c'est bien, vous venez voir la psy, mais ça se trouve, je ne suis peut-être pas la solution» et justement, dans ces maisons dont on vous parle, d'accord, des différentes thérapies, je vais vraiment avoir à cœur d'essayer de regarder en fonction des enfants et demander aux parents d'aller tester, d'aller expérimenter. C'est-à-dire de dire: «Ben, allez, on va essayer la sophrologie, on va essayer la microkiné, on va essayer l'ostéo, on va essayer peut-être la médecine chinoise, on va essayer, une autre forme aussi peut-être de thérapie» et vous allez noter, c'est-à-dire que vous allez observer, c'est vous les parents, donc vous savez, vous voyez votre enfant quand il revient avec le sourire ou pas, OK? Vous allez noter qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Alors pas en une séance, OK? Mais au fur et à mesure et en fait, finalement, on se rend compte sur 2 ans, moi, c'est des choses qui sont comme ça, hein. Les enfants, on voit que bon, bah, OK, quand ça ne va pas, on sait que la solution, c'est, la sophrologue et l'ostéo. On sait que ça va être, d'aller faire un stage de poney, pendant une semaine, suivi de quelques petites séances de psy. Parce qu'en fait, on va tous avoir une manière de réagir et surtout des besoins différents et donc c'est ce que tu poses Magali, c'est composer son mode d'emploi, sa carte thérapeutique C'est pour ça. aller trouver les personnes ressources Ouais. et les choses ressources dans notre vie dont on a besoin. Et également pour les adultes, ce que je note aussi, et comme pour les enfants, au fil de la vie, ça évolue, ça va évoluer. C'est-à-dire que vous pouvez trouver vos solutions à un moment donné, vous dire: «Bon, bah, j'ai besoin d'être accompagné, alors, soit par un coach, soit par un psy, soit par la personne que je choisirai. Mais j'ai besoin aussi, bah, je citais l'acupuncture, pourquoi pas, ou des massages ou quelque chose qui va m'aider en plus. Mais peut-être que pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est quelque chose qui va me correspondre ou peut-être plus. Et puis à un moment donné, ça va pas me suffire ou il y a quelque chose qui va changer, j'aurai besoin d'autre chose. Alors je vais expérimenter autre chose qui, bah, à ce moment-là, va me faire du bien. Je crois que alors bien sûr, ce discours-là, je suis en train de me dire: «On peut le dire à tout le monde», on est d'accord. Mais toujours avec ce focus sur le profil dont on parle où, c'est encore plus intense, c'est encore plus souligné, c'est encore plus ressenti. Mmh Donc il y a et vraiment, tout et ça en fait à aller chercher. ce dont tu parles là, c'est hyper important et c'est précieux Magali parce que, et pour vous qui écoutez, moi c'est souvent ce que j'explique à mes patients, les HPI sont tout le temps dans l'appétence de la nouveauté. Donc là où par exemple une personne va découvrir l'hypnose,
et va pouvoir pendant 2 ans vraiment se nourrir et s'enrichir de l'hypnose, et ben, les HPI, c'est un peu des sales gosses. Ils voient une hypnose, ça fait: «Ah, c'est génial, ça marche», et puis au bout d'un certain temps: «Ah bah, ça marche plus», et ils se disent: «Ah non, l'hypnose, c'est nul, ça marche pas». Non, 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 l'hypnose marche très bien. C'est juste que le cerveau, là, en fait, il s'est habitué et du coup, ça fonctionne moins bien. Donc ce qu'il faut, c'est à ce moment-là, hop, et ben, on va découvrir la sophrologie qui va faire: «Oh, c'est cool, ça marche». Allez, on fait la sophro, puis à un moment, le cerveau, il fait: «Oh, c'est trop nul». Ah et ben, on va essayer la méditation, et en fait, d'avoir au moins 3 ou 4 pratiques qui nous ont enrichis, Mmh. fait que quand on arrive à la dernière, je vais dire par exemple la méditation pleine conscience, et que, ah bah là, ça ne fonctionne plus, on retourne peut-être sur la première, on va aller découvrir autre chose, peut-être du yoga ou peu importe. Mais l'idée, c'est ça, c'est que du coup, c'est ce que tu poses, c'est-à-dire qu'il y a une continuité dans le temps, et il y a un côté cyclique. D'ailleurs, il y a un mandala derrière, c'est pas pour rien. Il va y avoir vraiment ce côté cyclique. D'accord, où on va revenir dans des cycles de réapprentissage de choses qu'on avait vues avant, mais sous un autre angle, de manière plus profonde peut-être, ou avec d'autres ressentis. Donc ça, c'est vraiment important ce que tu viens de souligner, Magali. Hem, je me demandais si vous vouliez plus de détails, par rapport au monde des psys, puisqu'on a parlé de psychologues, psychopraticiens, psychiatres, psychanalystes. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou est-ce que c'est assez clair pour vous? Peut-être dites-nous dans le chat si vous voulez qu'on aborde ce chapitre-là ou si c'est clair pour vous. Bah, je peux peut-être juste faire un petit point vite fait parce que après, c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui sont pas là et qui écouteront plus tard C'est cette vrai. vidéo, et juste pour faire très bref, parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais on n'est pas là pour faire un cours magistral. L'idée, c'est de comprendre que donc, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, psychopraticiens, les psychiatres, je vais commencer par eux, ce sont les seuls dans tous ceux que j'ai cités qui, font de la thérapie médicamenteuse. Ce sont donc des médecins qui ont fait une spécialité en psychiatrie, qui durant 4 ans, et ce sont eux, surtout en France, qui vont poser des diagnostics, prescrire des médicaments si cela est nécessaire, orienter aussi éventuellement vers d'autres professionnels. L'avantage des psychiatres, c'est qu'ils sont remboursés par la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas pour les psychologues, les psychothérapeutes ou les psychopraticiens. Donc ça, c'est important. Déjà, c'est le premier cadre qu'on va poser. Ensuite, les psychologues, eux, bien, ont, fait 5 années d'études universitaires, ou parfois d'autres comme moi, un peu plus, un master professionnel plus une thèse, et c'est des professionnels qui, vont être formés à plein de différentes techniques. Donc dans la psychologie, on va trouver plein de sous-disciplines. La plus commune, c'est la psychologie clinique, voilà, qui est celle qu'on pratique en cabinet, mais dedans, on va avoir les neuropsychologues, les psychologues cognitivistes, des psychologues comme moi, qui sont développementalistes, qui vont s'occuper des phases de changement de vie, et cetera. Dans, les psychothérapeutes, donc la psychothérapie en France maintenant est réglementée, OK? Elle est validée par un cycle de spécialisation théorique et pratique, donc ce que l'on pose après des études universitaires, je crois, de médecine ou de psychologie ou de psychanalyse. Et puis enfin, et là, c'est toi qui connais plus que moi, on va avoir les psychopraticiens. Peut-être tu veux. Bah, les psychopraticiens, en fait, moi, je suis l'exemple de type de j'étais psychothérapeute pendant des années, je suis devenue psychopraticienne puisqu'il y a un décret qui s'est promené là au milieu. La différence, c'est, effectivement la formation, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par les bancs universitaires, on n'est ni psychologue ni médecin. Donc, partant de là, on nous a appelés les ninis à une époque, c'était très joli. Et en fait, la différence, c'est qu'on passe par des écoles privées, qui nous forment vraiment, bah, à la relation et à l'obédience qu'on a choisie. Donc, il y a des formations pour des psychothérapeutes. À l'époque où moi j'ai démarré, c'était il y a 25 ans, j'étais formée dans des écoles de gestalt thérapie, parce que moi j'en ai fait plusieurs. Ensuite, il y avait des écoles de PNL, il y en a toujours d'ailleurs, des écoles d'analyse transactionnelle. Enfin, il y a plein de courants et d'obédience, donc on peut choisir et puis on peut en faire plusieurs. Mais après, on a du mal à s'y retrouver parce qu'il y a aussi des médecins ou des psychologues
psychologues ou des psychanalystes même, qui se sont formés à ces mêmes obédiences. Donc, moi, j'ai des amis qui sont médecins et gestalt thérapeutes. J'ai des amis qui sont formateurs et gestalt thérapeutes. J'ai des amis qui sont psychothérapeutes. Enfin bon, voilà. Donc, c'est un peu la jungle, tout ça. C'est un peu difficile pour s'y retrouver. Ce qui compte, c'est de savoir à qui vous avez affaire. Ce sont des personnes qui ont fait un cursus sérieux et qui ont été certifiées, puisque ce que je suis en train de vous présenter, ça représente des années de formation. Donc, la différence, c'est que ça passe pas par le cursus universitaire, mais en tout cas, il y a une validation, des certifications, il y a des fédérations, donc c'est dans un cadre très, très sérieux. Mais un décret est passé par là à un moment donné et la différence aujourd'hui, c'est que comment je le dirais moi, dans ce que j'en ai retenu de tout ce parcours auquel j'ai assisté, c'est que, on n'a pas voulu enfin nos fédérations ont refusé cette histoire du titre entre psychothérapeute et psychopraticien parce qu'il n'y avait pas des conditions suffisantes par rapport à ce qu'on exigeait. C'est-à-dire qu'en tant que psychopraticien, nos fédérations exigent que l'on soit, soi-même qu'on ait soi-même fait le parcours avec des professionnels, donc qu'on ait été, en thérapie un certain nombre d'années et l'exigence numéro 2, c'est bien sûr la supervision, hein. C'est, hyper, important d'être en supervision tout au cours de sa pratique, même quand on est, spécialiste, même quand on est, professionnel expérimenté. Voilà, donc il y a des différences comme ça. Donc adressez-vous à des personnes, qui peuvent, vous dire, quel parcours elles ont eu pour se former, hein. Je crois que c'est ça qui est toujours important et en général, c'est aussi, ben, les échos que vous avez de part et d'autre des personnes qui, vous recommandent, les professionnels que vous irez voir. Et pour ce qui est du haut potentiel, bien sûr, là encore, adressez-vous à des personnes qui sont, spécialistes du sujet. Si vous êtes concerné et que vous voulez que les personnes soient, vraiment au fait de ce que vous vivez, mieux vaut s'adresser à des personnes qui affichent leur spécialité, mais pas juste l'afficher, qui peuvent en témoigner, qui peuvent en attester. Ouais. Donc, du coup, tout ce qu'on vient de poser, c'est-à-dire les différentes thérapies, le différent nombre de psy, c'est-à-dire comment on s'y retrouve dans ces psys. Après, comme tu l'as posé, Magali, effectivement, il va y avoir différents courants théoriques, c'est-à-dire différentes, manières de considérer, l'humain, sa psyché, sa relation au corps, sa relation vivante avec les autres, êtres, humains aussi. Hem Donc, tu as cité la gestalt thérapie, la PNL, enfin, il va y avoir plein de choses, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste, on va avoir la psychanalyse qui, est aussi une grosse maison, et dedans, en France, les 2 courants les plus cités, travaillés historiquement, c'est clairement la psychanalyse freudienne et la psychanalyse lacanienne, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a la psychanalyse jungienne aussi qui est aussi très importante, en tout cas moi elle est chère à mon cœur ce qu'on appelle l'analyse, des profondeurs et hem et c'est peut-être effectivement, le genre de psychanalyse qui peut être intéressant aussi pour les HPI parce que justement, Jung aborde toute une complexité et une multicouche, le multivers, qui est vraiment intéressante et je pense qu'il convient bien aux HPI qui ont besoin de donner du sens. Maintenant, comme tu l'as posé, Magali, dans tout ça, vous, OK, mais qu'est-ce qui va être important? Ce qui va être important, c'est ce que tu as posé, Magali, c'est-à-dire d'aller vers des personnes qui connaissent, les HPI, ou dont vous avez entendu qu'ils sont capables de bien prendre en charge, c'est-à-dire de pouvoir écouter vos spécificités. Pourquoi? Parce que, comme on l'a posé, quand on va être face à une personne qui est HPI et hypersensible, eh bien, on va avoir plein de choses qui vont tout d'un coup arriver. Je donne un exemple. Moi, j'ai une patiente, qui, est HPI et hypersensible. J'ai envoyé voir un médecin pour aller faire de la méditation pleine conscience. C'est un médecin qui pratique la méditation pleine conscience. Eh bien, elle n'est pas arrivée simplement en disant: «Oui, bonjour monsieur, je viens de la part d'Emmanuel, vous faites des cours de méditation pleine conscience, est-ce que je peux intégrer votre groupe de MBSR?» Voilà, parce qu'Emmanuel m'a dit que ce serait une bonne chose que je fasse des méditations. Non, elle est arrivée et elle s'est présentée comme une HPI hypersensible, c'est-à-dire en disant: «Oui, alors il se passe ça dans ma vie, qui du coup est ça, qui du coup fait ça et puis du coup, en fait, voilà, alors c'est pourquoi je suis là. Mais en même temps, Emmanuel, ah oui, alors c'est ma psy. Non, 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 non» et en fait, le médecin, il était juste perdu, enfin, parce qu'il était incapable, de pénétrer, en fait, dans ces couches, de multiliens et d'y faire du sens. Parce que souvent, c'est ce qui se passe pour les HPI, ça va de soi, ils ont leur sens à eux, ils ont leur fil et ils se disent que les autres, ils pensent pareil, mais pas du tout
Et du coup, la personne qui reçoit ça, en fait, reçoit une sorte de bordel un peu hystérisant. C'est d'ailleurs ce que le médecin lui a dit en disant: «Ouh là là, non, non, la méditation, c'est pas pour vous tout de suite, retournez faire de la thérapie». Bon, voilà. Et ça, voilà, les patients ne se rendent pas compte, souvent c'est compliqué pour eux, mais il y a ce truc d'aller trouver les thérapeutes qui vont être dans la capacité d'accueillir cette complexité, cette manière de mettre en lien, cette hypersensibilité. Comme tu le témoignes souvent Magali, aussi cette, hypersensibilité à la douleur. Oui. Oui, où je dis, très souvent quand vous allez voir un médecin, selon les pathologies qui sont les vôtres, selon ce que vous vivez, vous n'êtes pas compris, pas entendu à la mesure de votre douleur. Moi, j'en ai fait les frais et j'ai souvent entendu ça chez des personnes que j'accompagne, de comment, quand vous allez voir un spécialiste ou un médecin par rapport à quelque chose, vous avez mal quelque part, vous décrivez votre douleur et puis la personne ne peut pas entendre: «Mais c'est pas possible que vous ayez une douleur comme ça, c'est pas possible». Et je trouve ça terrible parce que, moi je l'ai vécu donc c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle souvent. Je l'ai vécu avec, des douleurs incroyables. J'avais un problème à une époque, à une oreille et tous les spécialistes que je voyais, ne comprenaient pas ce que j'avais et ne comprenaient pas l'intensité de ma douleur. Selon eux, avec les examens qu'on avait faits, c'était pas possible d'avoir mal comme ça et pourtant je vous assure que ma douleur, je l'inventais pas, c'était terrible. Et donc très souvent, j'ai eu, à cette occasion-là, des retours de différentes personnes, des ados et des adultes qui, comme moi, avaient vécu des choses comme ça, cette douleur qui n'est pas entendue, qui n'est pas comment dire? Acceptable, qui n'est pas entendable parce que, parce qu'ils n'ont jamais eu ça. Mais chez les HPI, ça peut être tellement intense que, bah, c'est pas habituel et ils savent pas faire avec ça parce qu'un médecin et moi j'ai eu affaire à des médecins comme ça, il est là pour trouver des solutions, il a envie d'être dans son pouvoir de médecin et de trouver quelque chose pour vous aider. Puis quand il n'y arrive pas et qu'il ne comprend pas, bah, ça vient de vous. Enfin, moi, ça s'est passé comme ça. C'est bon, bah, si vous continuez comme ça, je ne vais pas pouvoir vous soigner. OK, d'accord. Oh, bon, bah voilà. Donc ça, c'est terrible parce que ça arrive souvent et que bah, c'est quelque chose de récurrent et qu'il faut avoir à l'esprit. Mmh. Et ça, donc cette perception de la douleur, mais il y a aussi, la gestion émotionnelle, qui est pas évidente. Ça, on l'entend beaucoup témoigner par les parents, mais aussi, bon, même chez les adultes, hein, ça arrive, parfois. C'est-à-dire que, les enfants HPI hypersensibles vont avoir une gestion de l'émotionnel, très, très, différente, en fait, des autres enfants, avec, une intensité de l'expression émotionnelle qui est déroutante, avec vraiment des explosions, que ce soit des explosions de colère ou des explosions de tristesse, où, voilà, on a des enfants qui disent: «Oh, j'ai envie de mourir, c'est terrible» et on sent, hein, vraiment du désespoir, de la souffrance et c'est désarmant en tant que parent parce qu'on voit, par exemple, avec ces autres enfants qui ont peut-être un fonctionnement plus normé, moins HPI ou et pas hypersensibles, que clairement, les autres enfants ne vont pas exprimer avec autant de souffrance et de profondeur émotionnelle ce qui est en train de se vivre. Et il en va de même aussi avec la colère. Et pour les thérapeutes et ceux, comme je disais, médicamenteux ou non médicamenteux, qui ne connaissent pas les HPI et les hypersensibles, vont, soit amoindrir le message parce qu'en fait, ils ne l'imaginent pas, parce qu'ils n'ont pas eu la scène devant eux, donc ils ne s'imaginent pas ce que ça peut être, en fait. Ou être vraiment, prise au dépourvu parce que ça fait pas partie, des grilles diagnostiques qu'on apprend à l'école et ce, quelles que soient les écoles, privées, pas privées, universités, on n'apprend pas ça. Donc c'est tout ça qui va être déroutant en tant que thérapeute quand on accueille des patients HPI, parce que souvent, il va y avoir un dépassement de notre, grille, d'apprentissage des symptômes, des maladies, des troubles dans leur expression de manière assez traditionnelle et en fait, on est dérouté. Et j'ai envie de dire, vous êtes, nous sommes déroutants
si bien on se sûr. met de ce côté-là de la barrière, parce que bien souvent, un praticien, quel qu'il soit, va imaginer quelque chose d'empirique ou va penser que vraiment le stade est très élevé dans votre souffrance, dans ce que vous décrivez et puis, vous êtes capable de 2 jours après d'avoir, un grand sourire et une belle énergie parce que vous êtes descendu très en bas, mais vous êtes aussi remonté très vite parce que vous avez cette capacité, cette ressource à sortir aussi ou bon, avec cet ascenseur émotionnel, bien sûr, quand il y a quelque chose d'ancré, il y a quelque chose d'ancré, mais ça peut être très impressionnant et quand on n'est pas averti, ben, on prend ça pour quelque chose de grave. Moi, j'ai le cas d'une personne que j'ai accompagnée qui est arrivée, vers moi à un moment où elle allait vraiment pas bien et peu de temps avant, elle était allée voir un médecin qui lui avait donné, une ordonnance, complète avec tout ce qu'il fallait, tout le cocktail qu'on peut donner dans ces cas-là, quand on voit quelqu'un qui est dans un gros burn-out et elle a pensé qu'elle était dans un gros burn-out, cette personne. Mmh. Et donc, cette personne médecin donc a décidé de lui donner ça et puis elle a plus revu. Et puis cette personne donc, dont je vous parle vient me voir, on travaille autour de son profil, quelque temps plus tard, elle passe un test, elle a la confirmation qu'elle est à haut potentiel et puis on travaille et puis un an plus tard, elle a une grippe. Ça arrive à tout le monde, hein, surtout par les temps qui courent, mais c'était il y a quelques années. Elle a une grippe et elle retourne voir ce médecin qu'elle n'avait jamais revu depuis. C'est son médecin, de quartier et bon, elle n'avait pas l'habitude d'y aller souvent et quand elle va voir ce médecin pour la grippe, ce médecin lui dit: «Mais vous étiez venu me voir, mais attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous êtes venu? Parce que je suis surpris, qu'est-ce qui se passe?» Et donc elle explique son parcours, elle explique tout ça. Le médecin était très surpris et il a d'ailleurs pris contact avec moi pour me demander justement de l'informer sur le sujet des hauts potentiels, ce que j'ai trouvé très, très chouette parce qu'il n'en revenait pas de dans quel état il avait vu cette personne et comment elle était sortie de là sans médicaments, puisque le traitement, elle ne l'a pas pris et qu'elle a fait autrement et qu'elle allait très bien dans sa vie. Enfin, il y avait des choses qui changeaient et elle était plutôt en phase ascendante. Donc, vous voyez comment on peut avoir cette image-là. Et le docteur se disait, mais enfin, mais quand même, comment j'ai pu me planter comme ça? Quelque part, c'était un peu ça, quoi. Eh ben non, c'est pas qu'il s'est trompé, c'est que on peut avoir, des erreurs de notre perception par rapport à ça et moi, au début de ma carrière où il y a de nombreuses années quand j'étais pas, sensible au sujet, quand j'étais pas avertie du sujet déjà, eh bien, il a pu m'arriver d'avoir des personnes qui venaient vers moi, qui étaient à la limite, tout près du suicide et qui finalement remontaient très vite et je n'ai compris que quelques années plus tard avec, cet élément-là que, bah, oui, c'était de ça dont il s'agissait. Il y avait quelques écarts émotionnels importants, mais quand on n'est pas averti, bah, on peut se tromper. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger ça, bien sûr, hein, il faut bien Mmh. peser, tous les éléments. Mais quand on a affaire à une population de HPI ou quand on décèle quelques signes qui pourraient être ceux du haut potentiel, ben, il est important d'agir avec prudence ou d'accueillir les choses avec prudence. Donc vous, en tant que, consultant, quand vous allez voir un praticien, sachez que tout ce que vous pouvez montrer, tout ce que vous pouvez manifester dans votre façon de fonctionner, peut dérouter la personne et ça fait partie de ce qu'on disait depuis le départ, hein, c'est qu'il est important de s'adresser à des professionnels qui connaissent les caractéristiques de ce profil. Tout à fait. Que ce soit, dans la pose de diagnostic, de bipolarité, hein, effectivement, c'est important d'aller dans des centres qui connaissent bien, la particularité HPI, et bipolarité. Ça ne veut pas dire qu'un HPI ne peut pas être bipolaire, hein. Un HPI peut être bipolaire, il peut être, tout d'ailleurs, il y a aucun souci, hein, puisque c'est un fonctionnement, une atypie développementale. Mais, c'est important effectivement d'avoir des professionnels qui connaissent, comme, pour, le fonctionnement Asperger, avec une hypothèse Asperger, d'aller au CRA, au Centre de ressources pour autisme. Eux, savent vraiment normalement bien faire la différence. Donc, voilà, il faut, aussi faire attention aux professionnels qui s'improvisent, dans des diagnostics rapides. Hem, voilà. En somme, donc je crois qu'en fait, je ne dis pas qu'on a clôturé un petit peu tout ce qu'on devait dire au niveau de la conférence, parce qu'on pourrait rester, beaucoup plus longtemps, mais je crois qu'on a dit beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent prendre le temps d'être assimilées.
Je ne sais pas, tu vois d'autres choses à rajouter toi, Magali? Non, peut-être en guise de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que, quand on consulte et qu'on est un profil à haut potentiel, on a besoin de trouver du cadre, on a besoin de trouver une écoute, qui correspond à ce que l'on est et donc quelqu'un qui connaisse, notre, singularité. On a besoin de trouver de la liberté dans l'accompagnement, en tout cas dans tout ce qu'on a évoqué là par rapport à tout ce qui est thérapeutique, donc tous les accompagnements en psychothérapie par exemple, de trouver de la liberté, de la créativité. Il faut à la fois un compromis, je dis souvent, entre le cadre et la souplesse du cadre. Parce que si c'est trop rigide, ça ne va pas convenir au HPI, mais il faut quand même les contenir, il faut quand même quelque chose de bien précis, ça c'est indispensable. Mais ouais, pouvoir être libre, pouvoir, avoir cette souplesse, ne pas être enfermé. Ils ont besoin d'être surpris, les HPI. Ils ont besoin de rencontrer des personnes qui va les surprendre parce que dès qu'ils décèlent votre façon de travailler, ou qu'ils comprennent ou quelque chose qui revient sans arrêt, ben, ça les amuse plus. Une fois qu'ils ont fait le tour, ben, ils vont dire que ça leur convient pas, ils vont passer à autre chose. Hein, moi, je me souviens avoir essayé plusieurs types de thérapies, il y a de nombreuses années quand j'ai, souhaité être accompagnée et ben, si je repérais comment faisait la personne, si je sentais toujours le même système, je faisais quelques séances et puis j'arrêtais parce que ça me convenait pas. Donc voilà, il y a aussi, ces éléments-là que vous pouvez repérer dans la façon dont vous allez être accompagné et dans votre façon de consommer, on va dire, hein, ce type d'accompagnement, de sentir que, vous avez besoin de surprises, qu'on vienne vous chercher là où vous êtes et pas toujours de la même façon, comme si on vous mettait dans des cases. Donc il y a une question ouais, d'authenticité dans la relation qui est vraiment très importante quand on est HPI. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être, Emmanuel, sur ce point-là, sur ce qui leur convient ou? Non, non, tu viens de bien le dire, tu vas voilà, il y a cette histoire de relation tissée, vraiment Oui, une histoire de confiance qui va se poser, parce que justement la personne sent qu'elle peut se déposer dans son entièreté, sans avoir à cacher des parts d'elle-même mmh, et ça, ben, voilà, c'est peut-être la seule chose que j'ai à rajouter, mais tu as été complète dans tout le reste en fait. Mais, c'est vrai que souvent les HPI sont tellement caméléons, ouais, que pour eux, quand tout d'un coup, ils peuvent se poser avec un thérapeute ou une thérapeute où ils ont pas besoin de jouer de rôle, où ils ont pas besoin, de faire le caméléon, eh bien, c'est gagné. Voilà, ça, c'est chouette. oui, je vois Marie-Jeanne qui dit: «Oui, la pratique trop scolaire fait fuir au bout de 2, 3 séances», c'est ça. Si c'est trop carré, toujours pareil, bon, on pige et on se dit: «Ça va pas m'aider, il peut pas me comprendre» ou quelque chose comme ça, c'est vrai. Après, j'entends Marie, et c'est vrai, et pourtant, c'est vrai que dans tout ce qui va être les thérapies brèves, c'est-à-dire les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales qui sont très efficaces et importantes, des thérapies de psychotrauma comme, le MDR ou, la méthode Brunet, vont avoir ce côté très scolaire. Et ça va être important quand même pour les personnes d'HPI de piger que, ça va être une thérapie brève, courte dans le temps, mais qui a son efficacité justement parce que c'est très cadré. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un peu le truc aussi, c'est pour ça qu'on fait aussi cette conférence, ce côté un peu psychoéducation, hein, c'est-à-dire de comprendre aussi où on va, pourquoi on y va et parfois, ben, faut aller un peu contre nature parce que c'est nécessaire pour ce qu'on est en train d'aborder dans l'instant. Mmh. En en conclusion aussi, je dirais, il y a à la fois, il y a plusieurs éléments qui sont importants pour, faire le choix de se faire accompagner. C'est déjà, bon, être convaincu que c'est important d'être accompagné et vous dire que c'est pas parce que vous êtes HPI que vous êtes difficile à accompagner ou que vous ne trouverez pas la personne qu'il faut. Non, je pense que bon, on l'a déjà dit, il faut trouver des gens qui connaissent le sujet, mais il faut surtout trouver la personne qui vous convient. Parce que quelle que soit l'obédience, il y a ça aussi quand même, ne l'oublions pas. On peut tous avoir la même obédience et puis on va pas convenir aux uns ou aux autres, et alors que d'autres vont dire: «Oui, ça va très bien», donc il faut trouver la personne avec laquelle vous êtes bien, ça c'est clair, donc parfois il faut pas hésiter si vous ne vous sentez pas bien à un endroit, il faut aller voir, mais parfois c'est aussi une histoire de confrontation nécessaire. J'ai eu des cas où, la personne démarrait, mais avait du mal à poursuivre, avait du mal à s'engager parce qu'il y a aussi la question de l'engagement chez les HPI, hein, qui est à regarder. Comment on s'engage, jusqu'à quand on s'engage, comment on est capable de s'engager. Donc il y a vraiment tout un travail autour de ça. Et donc j'ai le souvenir de cette personne qui, venait, mais
toujours, elle était au bord de la porte, quoi. Elle était prête à partir et il a fallu du temps avant qu'elle s'installe vraiment, cette personne. Parce que, faut vraiment éprouver, il faut vraiment sentir, mais il faut pas hésiter quand vous le sentez pas. Donc ce que j'allais dire, c'est, on est souvent dans, la peur de la confrontation aussi, parce que quand on est HPI, on aime bien avoir des relations rondes, on aime bien se sentir bien accueilli, on aime bien tout ça, mais c'est parfois un moyen de fuir aussi. Et nous, nous sommes en tant que professionnels très attentifs à ça parce que les HPI, on en parlait dans une réunion avec Emmanuel aujourd'hui, chez les enfants notamment, ils savent très bien jouer avec ça, ils savent très bien être dans la séduction, quand quelqu'un les accompagne, ils vont être gentils, ils ont envie d'être appréciés, d'être aimés comme quand on est adulte d'ailleurs. Et à partir de là, ben, ils vont un peu se mentir à eux-mêmes, quoi. Ils vont pas aller complètement dans le sujet ou ils vont pas vraiment agir les choses comme il le faut et ça peut se passer avec les adultes aussi. Donc Oui. parfois, ceux qui ont fait un peu plus de chemin, moi j'ai eu des cas comme ça, bah, ils vont chercher à être confrontés par la personne qu'ils vont choisir et pas trouver que quelqu'un qui soit, justement, en réponse à leurs besoins de séduction, mais quelqu'un qui peut être tout à fait là en convivialité, mais qui peut aussi les confronter sur ce qui est, de leurs difficultés, parce que c'est comme ça qu'on avance aussi. Donc ils vont être exigeants, ils vont être exigeants et il faut être exigeant, hein, quand on fait le choix de la thérapie. Donc ne pas hésiter à voir une, 2, 3 personnes s'il faut pour, trouver vraiment quelqu'un avec qui on est bien. Donc il faut choisir sa méthode, mais choisir aussi la personne. Et moi, le conseil numéro un que je donne, c'est surtout quelque chose qui vous permette de travailler sur le corps, de vous relier au corps. Parce que quand on est dans des pratiques trop mentales et qu'on est HPI, ben on va rester dans le mental, on va rester dans le mental et ça peut durer très très longtemps. J'ai vu des choses comme ça. Donc, cherchez à aller travailler aussi avec le corporel ou qu'on puisse, que vous puissiez trouver quelque chose qui prenne compte de la globalité de votre individu. Voilà. Super. Moi, je vois rien d'autre à rajouter. C'est Bon, c'est super. bien. Merci Magali. Avec Donc, plaisir. je pense qu'on a un petit peu fait le tour, Ouais, c'est peut-être avez-vous le des moment des questions? questions. Alors je regarde un petit Questions, réactions, des choses que vous avez envie de déposer là, à quoi ça vous a fait penser ou de nous partager quelque chose. On vous laisse le temps d'écrire, hein. OK, merci, Emmanuel pour ce Merci retour de Emmanuel. remerciement. Non, pas de questions. Non, Bon, bah, bon, on super. on a dit plein de choses alors, c'est bien, on a répondu à tout. Ça laissera le temps de Si. décanter. Pour ma part, toujours peur de Marie-Jeanne l'effet. dit: «Pour ma part, toujours peur de l'effet Barnum ou d'être à côté». Ah oui, oui, de cette idée de pas être comprise, c'est ça Marie-Jeanne? Je Mais il crois est que c'est parfois temps de se confronter. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais, de pas rester dans quelque chose qui ronronne. C'est ça. hem, Je le comprends comme ça. oui. En OK. effet, encore une fois, l'importance de juste utiliser les termes sans se cacher, ça fait la première différence. Oui, en effet, Laura, c'est ce qui se pose, c'est-à-dire, savoir dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas évident, c'est exactement ce que tu disais Magali, la confrontation. Ouais. Cette confrontation, elle va dire aussi où on en est en tant qu'individu, qui reçoit cette confrontation. Et Mmh. tu l'as très bien souligné Magali, on peut en être à une période de vie où, la confrontation, on n'est pas prêt, parce qu'on Ah, a besoin justement de cet effet de séduction. Nous, on le voit très vite en tant que thérapeute, hein, généralement, on reçoit, des fois même de personnes qu'on connaît, on dit: «Non, non, mais oh là là, elle m'a dit des choses, non, non, elle est à côté de la plaque». Et bon, on sait bien que c'est pas tout à fait ça vraiment la vérité, mais on accueille ce qui est. ça s'appelle des résistances, hein, on a l'habitude de Voilà, ça. et en même temps, Voilà. à des moments, on est prêt à l'accueillir, quoi. Ouais, La je vois comprend être Emmanuel qui dit: «La confrontation est possible quand la relation est authentique». Oui, et quand elle est bien installée, je crois aussi, hein, il faut tout à fait. ça fait partie de notre job de savoir aussi à quel moment on peut aller, sur certaines pistes, hein. Il faut prendre le temps de faire connaissance. C'est pour ça que moi j'ai choisi, une obédience dans laquelle le temps et la relation s'installent, parce que c'est ça qui prime et que c'est au cœur de cette relation thérapeutique que se passent les choses. C'est vraiment au cœur de cette relation thérapeutique qu'on va pouvoir éprouver
tout ce qui se passe, parce que ce qui se passe là, c'est ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qu'on considère, hein. Ce qui se passe là entre nous, c'est forcément un reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, on va vraiment travailler sur la base de notre relation thérapeutique. Donc, voilà, effectivement, il faut de l'authenticité, il faut installer une certaine confiance. Mais, comme on le soulignait et que Emmanuel le ressoulignait à l'instant, c'est pas toujours possible la confrontation où, certaines personnes sont pas prêtes et parfois, bah, peut-être c'est pas le bon moment de confronter. Ça arrive, hein, ça arrive, des personnes qui ont envie d'interrompre parce que ça a été trop fort ou qu'elles sont pas prêtes à y aller et qu'elles, soit, ne peuvent pas le voir et vont dire: «Bon, bah, c'est que ça me convient pas». Bah, peut-être que, bah, non, c'était pas le moment tout simplement. Mais en tout cas, la confrontation, il faut qu'elle vienne à un moment donné. Ça, c'est pas une obligation non plus, mais de pouvoir entendre certaines choses, c'est important. Et pour ça, bah, il faut tisser le lien parce qu'à partir du moment où le lien est sécurisé, où on sait qu'on peut justement avoir cette liberté dont je parlais tout à l'heure et ce cadre, on est en sécurité, on a vraiment besoin de se sentir en sécurité et on peut y aller. On a régulièrement, Emmanuel dira la même chose, hein, on a régulièrement des séances où on a des clients qui viennent nous confronter. Moi, j'aime bien ça parce que je me dis: «Ah là, il est en train de se passer quelque chose, chouette». Oui, oui et puis Ça, c'est après du boulot. on a tous nos manières de faire différemment. Tu vois, toi, tu parlais de la gestalt thérapie. Voilà, moi, je vais avoir dans la confrontation, il y a des moments, je vais accepter que la personne va venir me voir et je serai juste, la thérapeute peut-être enquiquinante, on posera une croix, mais où je sais qu'à ce moment-là, je dois être dépositaire d'une confrontation pour amener la personne aussi à évoluer sur son chemin. Alors cette évolution sera peut-être pas par moi et c'est pas grave, mais en tout cas, où il y a nécessité aussi de mettre l'individu face à la réalité et moi, je travaille vraiment avec ce principe du réel. Donc voilà, ce qu'on est en train de poser, la confrontation, c'est ça, hein, c'est comment, on va appréhender la réalité, comment on s'y confronte et comment, on va l'intégrer ou pas dans son process de transformation. Voilà. Oui, c'est dans Super. l'inconfort qu'on avance, oui. Ça dépend du chemin personnel qu'on a déjà fait, c'est vrai. Ouais, ouais. Il y a un moment où ça devient vital de ralentir le petit vélo dans la tête et de se mettre face à la réalité, c'est ça. Ouais, tout à fait. Bon ben, super. Merci en tout cas pour ce moment de partage. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres, remarques peut-être avant peut-être qu'on clôt la conférence? Merci Marc, c'est toujours un vrai plaisir de vous écouter, c'est gentil. On n'a pas fixé d'ailleurs la prochaine date, Emmanuel, mais on vous tiendra au courant bientôt. Oui, On a une date, mais pour les professionnels, le 16 février, donc la semaine bah, prochaine. voilà, c'est, spécifique, aux professionnels et la prochaine pour les particuliers, pour les En HP. fait, on va la poser parce que tu te souviens, comme on a la formation pour les Oui, professionnels en mars, c'est ça et puis il y avait s il y avait une période de vacances aussi, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas anticipé. mais du coup, on va remettre nos cycles, voilà, pour mars, avril, mai, avec, du coup, toujours aller un peu plus loin en profondeur sur des sujets plus spécifiques pour le coup, Oui, sur des thématiques, voilà, oui. oui, plus locales, pour les personnes HPI, puisque justement on a regardé du général et là on va commencer à aller, dans des branches, plus spécifiques Mmh. au fur et à mesure. Mais je vois Emmanuel qui dit: «Oui, tout à fait» et je me languis. C'est bien. Si vous avez des idées de sujets d'ailleurs, vous pouvez nous les soumettre, hein, on peut, approfondir parce qu'il y a plein de sujets qu'on aborde régulièrement, mais s'il y a quelque chose en particulier que vous avez envie d'aborder, n'hésitez pas, faites des Ça peut être chouette. suggestions. Le caméléon par exemple, ah oui, ouais, Ouais, c'est vrai. ça peut être ça, Les on va le noter. l'hyperadaptation. Ouais, hyperadaptation, le Merci caméléon, Manuel. je note. Le burn-out, Très bien. ah Emmanuel, tu vas te régaler. On a chacune nos sujets favoris. Moi, c'est aussi la relation, c'est le temps, la gestion du temps pour, Ouais, les HPI, le rapport au temps. la relation amoureuse aussi. La J'ai relation amoureuse, oui aussi, ouais, j'ai abordé la ça. relation professionnelle dans le monde du travail. Oui, ça Tu sais j'interviens que c'est ta beaucoup, c'est thématique. vrai, Ouais, c'est devenu tellement que j'oublie. c'est pour ça que je te le rajoute. Merci. Voilà comment on évolue, dans le milieu professionnel quand on est HPI. Ça fait partie de mes sujets de conférence, régulièrement en entreprise.
La relation, Marie-Jeanne, la relation tant terrible chez moi, oui, il n'y a pas que chez vous, je vous assure. Bah, vous voyez, regardez, on devait faire une conférence, ric-rac d'1 heure et en fait, Ça finalement, on fait est une toujours heure et demie, mais c'est pas voilà, grave. comme d'hab. Bon, et bien, voilà, en tout cas, merci beaucoup pour Merci ce d'être temps-là de venu ce partage. soir. Alors j'espère qu'on n'aura pas trop de plaintes demain de tous ceux qui, n'ont pas pu se connecter puisqu'a priori on a eu un souci de connexion pour certains, je ne sais pas. Je vais renvoyer le Oui, message, mais bon, sinon de toute façon, ils l'auront en replay et on s'en exactement. excuse, mais je vais vérifier ça. Il y a peut-être eu un bug au niveau des liens, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes arrivés jusqu'à nous et tant mieux. Merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Merci Laura. Merci Marie-Jeanne, merci beaucoup et c'est avec plaisir qu'on continuera à vous voir. Donc si vous voulez connaître les prochaines dates, les prochains événements qu'on peut avoir avec Emmanuel, vous suivez nos profils Facebook ou moi j'ai une page Facebook aussi, Magali Barcelo Pro, vivement maintenant. Sinon, mon nom, c'est mon profil, je mets toujours sur les deux. Emmanuel aussi, hein, c'est à ton nom, Emmanuel Delrieux. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Je vais un petit peu sur Insta, mais pas encore beaucoup. Vous pouvez nous envoyer des mails. Vous avez nos mails, nos sites, enfin voilà, et vous avez tout ce qu'il faut. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos suggestions aussi, vos commentaires, si vous avez encore une fois envie de parler d'un sujet ou s'il y a quelque chose qui vient comme ça d'un coup, ben, ce sera avec plaisir. Voilà, ben, merci encore. On vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous dit à très bientôt pour la prochaine conf qui va arriver très vite, comme d'habitude. Au revoir à tous. Au revoir. J'arrête l'enregistrement si vous voulez nous faire un coucou après l'enregistrement.